Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer d'aborder un sujet qui me touche particulièrement, qui est celui de l'intuition. Alors l'intuition, vous savez, c'est un peu comme un sixième sens. C'est une sorte de sensation qui va nous pousser à faire un choix plutôt qu'un autre. Mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est l'intuition? Est-ce qu'on arrive véritablement à le définir? Et comment finalement ça fonctionne? Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça relève un petit peu du mystère. Et puis surtout, l'intuition, vous allez me dire quel est le rapport avec le sujet qui nous préoccupe tous à travers ce podcast, qui est le travail. Eh bien, il se trouve que aujourd'hui, l'intuition prend une place grandissante dans l'entreprise. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce podcast Victoria Pelle-Reimers, qui est conférencière, auteure et spécialiste de l'intuition. Elle est aussi la fondatrice de l'intuition open source et intuition pour les leaders. Alors, bonjour Victoria et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur ce podcast. Bonjour Julie, merci. L'intuition, on en parle souvent sans vraiment réellement savoir ce qui se cache derrière. On parle souvent d'ailleurs d'intuition féminine et peut-être qu'on pourra en parler aussi et nous dire si véritablement l'intuition féminine existe. Et puis, est-ce qu'il est possible de travailler sur son intuition? On va parler un petit peu de tout ça et comment on peut faire rentrer ce sujet-là aussi dans le monde du travail et dans le contexte de l'entreprise. Mais alors Victoria, avant de rentrer un petit peu plus dans tous ces détails-là et nous donner finalement votre définition de ce qu'est l'intuition, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter quel est votre parcours et ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de vous engager sur ce sujet? Oui, avec plaisir, parce qu'en effet, c'était pas évident au départ. Moi, je suis une ancienne intuitive anonyme, et comme bien souvent d'ailleurs, peut-être ceux qui nous écoutent aujourd'hui se trouvent encore être des intuitifs ou des intuitives anonymes. Il se trouve que au départ, c'est ça, une nature sensible et en fait hypersensible. Maintenant, c'est bien identifié. Et j'ai cherché à m'adapter, à faire ce qu'on attendait de moi. J'ai fait une école de commerce et donc très, très éloignée de mes appétences naturelles. Et j'ai fait un parcours effectivement dans l'entreprise qui a été très brutalement arrêté par ce qu'on n'appelait pas à l'époque un burn-out. Ça n'existait pas, hein. Nous sommes en 92 et moi, je suis une toute jeune femme et je ne me connais pas. Je sais juste que je suis sensible et que ça semble être un problème. Et il me faut encore une dizaine d'années pour finalement faire la rencontre en 2003, un travail en fait avec une coach américaine. Je reviens juste de Californie à ce moment-là, où j'ai habité quelque temps avec ma petite famille. Et le regard sur la sensibilité et sur l'intuition aux États-Unis est très différent. Elle me dit que en fait, c'est une chance. Et à partir de là, mon regard change. Nous sommes en 2003, c'était il y a 18 ans. Et à partir de là, je reprends mes études, je prends des décisions fondamentales qui changent le cours de ma vie. Et je place l'intuition comme non seulement le fil rouge de ma vie, mais également c'est le terrain de jeu, c'est aussi le champ de recherche que je choisis pour toute ma vie. Je crois vraiment, on est presque 20 ans plus tard et je confirme sans arrêt que j'ai encore beaucoup de travail, de jeu, de passionnantes découvertes à faire.
parce que, comme vous dites, Julie, c'est encore un mystère. Et j'ai fait le choix, en 2012, d'aller vers l'entreprise. Et donc, j'interviens depuis 9 ans dans les entreprises auprès de dirigeants, auprès de managers et dans les entreprises directement, plus récemment, tout simplement parce que c'est un sujet qui a changé complètement de perception en entreprise. Vous le disiez en introduction. C'est vrai que au départ, on est sur un registre qui est bourré d'idées reçues. En réalité, j'ai fait le choix d'intervenir dans l'entreprise sur le thème de l'intuition, tout simplement parce que c'est le domaine où elle est la plus absente officiellement. Je dis bien officiellement parce qu'elle se pratique tous les jours, mais sous le manteau. Et c'est là, Julie, que réside un véritable enjeu de qualité de vie au travail. Parce que c'est pas que l'intuition soit absente, c'est qu'elle est anonyme. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ne soyons plus des intuitifs anonymes. Ma proposition, c'est trouvons les moyens, les arguments, les explications aussi de, pour faire de l'intuition un véritable levier. C'est un accélérateur dans les prises de décision, c'est un facilitateur dans nos relations, en particulier dans le management, dans les premiers contacts, les premiers moments de contact. Et puis c'est aussi avec l'intuition que nous pouvons capter les émergences, les risques, les nouvelles idées. Donc, c'est urgent de découvrir ce que c'est que l'intuition, mais nous le verrons aussi, Julie. Le monde de l'entreprise est un monde pragmatique. Il y a une raison très, très, comment dire, une raison très valable qui explique la raison de la méfiance de l'entreprise vis-à-vis de l'intuition. Ce sont les faux amis de l'intuition. Donc moi, ce que je vous proposerais, Julie, ce sera de prendre un temps aussi pour identifier ce que sont ces faux amis et avoir même des astuces pour les reconnaître. Alors moi déjà sur tout ce que vous dites, Victoria, j'ai une question. Vous parlez d'intuition anonyme. Est-ce que ça veut dire que finalement, elle est là, elle est toujours présente et on va finalement agir, prendre des décisions, avoir des comportements en étant plus ou moins à l'écoute de cette intuition, mais qu'on ne conscientise pas, en fait, c'est ça? Alors, c'est quasiment biologiquement juste ce que vous dites. Il se trouve que les neurosciences mettent en lumière ce qu'il se passe véritablement dans les processus intuitifs. Mais peut-être qu'avant tout, il s'agirait de bien définir ce que c'est. Parce Absolument. qu'en effet, vous avez complètement raison, il y a quelque chose entre le conscient et l'inconscient qui se joue. Ok. C'est au cœur de la question. C'est au cœur de la question. L'autre élément central, c'est l'information. Finalement, une intuition, c'est une information qui arrive à notre conscience de manière soudaine et qui va nous orienter, nous guider peut-être en effet dans une prise de décision. C'est un exemple, il y a d'autres situations. Il y a plusieurs formes d'intuition, ça a été mon constat aussi en explorant cette ressource et puis en explorant la manière dont elle est utilisée, dont elle est écoutée ou pas en entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intuition? Peut-être c'est ça Et aussi, oui, c'est c'est de la question qu'on revenir. peut se poser, oui. Je parlais Ouais, moi je le vois voilà, vraiment comme un sixième sens, mais du coup, est-ce que c'est une ouais. petite voix finalement qui nous murmure quelque chose, mais du coup, c'est quoi? Comment on pourrait le définir vraiment? Alors, eh bien, on va le définir en se reportant directement à ce que nous dit le dictionnaire, si vous voulez bien, parce que ça nous permet de remettre les barres sur les T, les points sur les i, et d'avoir de la clarté sur un sujet flou. Eh bien, la définition, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. C'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. C'est important parce que moi, cette définition, elle m'a servi de guide pour écrire Tous intuitifs, mon dernier livre. Et en réalité, parce que c'est grâce à cette définition que nous allons aussi pouvoir identifier tout ce qui est spontané, direct, et sans recours au raisonnement, mais qui n'est pas de la connaissance. Et c'est comme ça qu'on va identifier les faux amis. Pour moi, c'est aussi important d'identifier ce que c'est que ce que ça n'est pas. Donc on sort Alors, du mental en sinon, fait, oui, c'est ça? Oui. on sort du mental. Disons qu'on sort. Alors, pas nécessairement. Pas nécessairement. Disons qu'on sort
d'une forme d'habitude mentale. Mmh. Nous sortons de quelque chose de linéaire qui serait la pensée ordinaire qui suit son cours. Ça, c'est certain que l'intuition va se manifester d'une manière spécifique et différente de la pensée ordinaire. Et ce que vous avez dit, Julie, est tout à fait indicatif par rapport à la manière dont l'intuition se manifeste pour vous. Il y a 3 formes de manifestation de l'intuition. Et ce qui est intéressant pour vous qui nous écoutez, c'est peut-être de tout de suite là, avant d'annoncer sur ces 3 formes, c'est juste de vous poser la question. Et moi, mes intuitions, elles me font quoi? Ça me fait quoi quand elles m'arrivent? Il peut y avoir en effet 3 possibilités. La première, eh bien, c'est un ressenti. C'est celle que les personnes évoquent le plus. Un ressenti, un feeling, une sensation, c'est véritablement physique. Il s'agit d'une manifestation corporelle. La deuxième manifestation est plus intérieure, plus spécifique. Il s'agit d'une manifestation visuelle, mais visuelle intérieure. On ne se met pas à avoir une vision naturellement. Mais pour autant, c'est un petit peu comme l'imagination. Sauf que l'imagination, si par exemple, on est en train d'imaginer l'intérieur, là chez vous, comment c'est autour de vous, je vais construire une image au fur et à mesure. Et je peux même changer la couleur du canapé en me disant, ah non, il n'est pas rouge, il est bleu. Et puis, je construis. Là, la manifestation visuelle d'une intuition, eh bien, c'est une image qui s'impose. Elle arrive, elle est déjà comme ça, elle s'impose. Et pour certains intuitifs, intuitives, cette image va insister. Elle sera récurrente. Ce sera vraiment évident pour la personne qui voit ce qu'elle voit, mais elle le voit intérieurement. Comme une imagination qui insiste. Et donc, souvent, les personnes vont pas non plus parler de ressenti, de feeling, de sensations, mais vont parler de flash, d'insight, voire même de rêve. Ça peut paraître étrange, ça fait partie du mystère, mais ça fait aussi partie des sujets qui sont attentivement étudiés partout dans le monde. L'intuition peut se manifester, c'est-à-dire que l'information peut remonter de l'inconscient au conscient sous la forme d'un rêve. C'est arrivé à plusieurs scientifiques qui ont apporté par ces rêves-là une découverte et ont reçu des prix Nobel. Alors, c'est pas mal d'avoir un prix Nobel dans un rêve quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Julie. Ah, complètement. Alors simplement, voilà, c'est que faire de ces images. Et il y a une troisième forme. Sur 3 manifestations, vous avez abordé cette troisième forme, Julie. Vous avez abordé la petite voix. Exactement. Eh bien là, c'est pas par le corps, ce n'est pas non plus une image intérieure. C'est pour ça que j'ai hésité sur votre remarque sur la pensée. Est-ce qu'on sort du mental? Eh bien, quand on a une intuition qui nous vient sous la forme d'une petite voix, c'est quand même dans le registre de la pensée. Mais c'est une pensée avec un ton très différent, avec une ambiance très différente d'une opinion, par exemple. Une opinion, un jugement sur soi ou sur les autres, il va y avoir un ton assez banal d'une certaine manière. Julie, justement, puisque vous l'avez évoqué, qu'est-ce que ça vous fait à vous, cette petite voix? Comment elle se manifeste et à quel moment? Alors, en vous écoutant parler, effectivement, je pense que par contre, le premier signe, ça va peut-être plutôt être une manifestation corporelle, en fait. Et moi, je le ressens beaucoup avec des frissons, quelque chose une énergie peut-être qui passe dans le corps, quelque chose d'assez compliqué à expliquer, mais ouais, peut-être un sentiment un peu de frissonnement, de vibration interne. Et la petite voix, ça va peut-être être plus quelque chose qui va me dire ben si, écoute-toi parce que tu connais déjà la réponse ou quelque chose qui va me guider en me disant mais si, en fait c'est ça la décision à prendre. Mais c'est difficile en fait à matérialiser, mais je pense que c'est difficile. Ouais, on sent en fait, je pense on sent quand il se passe quelque chose et qu'il faut écouter en fait, tout simplement. Alors on le sent, Julie, parce qu'il y a quelque chose comme une forme d'insistance, comme si tout à coup, si on compare à un tableur, il y a quelque chose qui apparaît en souligné, en caractère gras. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment finalement l'intuition nous alerte, nous attire notre attention. Et donc elle va attirer notre attention avec ces 3 registres différents, parfois les 3 en même temps. Il n'y a pas du tout de spécificité. En fait, si, c'est même pas que ce soit assez spécifique, c'est plus que ça, c'est unique. C'est-à-dire que notre intuition
intuition nous ressemble. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer comment elle se manifeste pour soi. Et quand vous dites c'est difficile, je me permettrai de corriger un peu en disant c'est juste inhabituel. Oui. C'est juste inhabituel parce que nous n'avons pas été encouragés à décrypter ces signaux. Bien au contraire, nous avons été conditionnés à l'école et pendant nos études, pour ceux qui en ont fait, eh bien, je dirais, plus on a fait d'études, plus on nous a coupé de nos intuitions, sauf évidemment sur les intuitifs officiels que sont les créas, les entrepreneurs, mais tenez, les entrepreneurs par exemple. Les entrepreneurs qui captent justement une idée et qui vont la suivre et aller jusqu'au bout, créer cette activité. Alors moi, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup. Et pour eux, l'intuition est une évidence. Eh bien, beaucoup, justement, soit sont autodidactes, soit sont carrément, se savent rebelles et ont construit une confiance dans ce registre intérieur. Et finalement, si nous réfléchissons au terme, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la confiance en quoi? Et notamment, bien sûr, cela nous parle de la confiance en nos intuitions, en notre ressenti. Mais la confiance donc, est essentielle puisque notre intuition est là, elle compose notre intelligence. Qu'on le veuille ou pas, que nous en ayons conscience ou pas, l'intuition n'a besoin de rien d'autre que notre regard, notre confiance, un espace qui puisse accorder du crédit à ce qui se manifeste. Et pour cela, j'ai une proposition. J'ai une proposition parce que c'est pas, comme vous dites, je vais reprendre le terme, c'est difficile. Alors, est-ce que c'est difficile la confiance? Qu'est-ce qui est difficile la confiance? Pourquoi sommes-nous étonnés? Et je vous pose cette question-là, du coup, Julie. Qu'est-ce qui fait que ce soit étonnant d'utiliser ou de savoir écouter son intuition en entreprise? Je pense que la difficulté, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de mental, c'est d'arriver véritablement à être connecté à soi. Parce on est dans une société, enfin en Occident, je pense qu'on a beaucoup de mal à être connecté à soi. Tout ce que vous dites, vous parliez d'intelligence et ça me rappelle beaucoup une conférence à laquelle j'avais assisté de Romain Constantini sur l'intelligence spirituelle et où il parlait aussi de tout ça, de cette importance en fait de se reconnecter à soi, à ses sensations, à savoir s'écouter en fait. Et j'ai l'impression que le mental, au contraire, il va être un obstacle à ça. Donc je sais pas si je suis juste ou fausse dans ce raisonnement-là, mais j'ai l'impression, je vois mon mental un peu comme un instrument de torture qui va être là pour rationaliser, pour être dans le raisonnement, dans le pragmatisme et qui du coup empêche finalement cette écoute de soi, cette écoute des ressentis et de cette boussole intérieure. Et du coup, est-ce que le mental est un frein véritablement? Parce que vous disiez au tout début de l'épisode que vous étiez de nature hypersensible. Est-ce que du coup, l'intuition est réservée à des personnes qui ont cette sensibilité parce que du coup, plus de facilité à se connecter à leurs ressentis? Alors, les hypersensibles sont en effet en hyperintuition la plupart du temps, mais pas toujours acceptés. Ça dépend si la personne accepte ou pas son hypersensibilité. Mais si vous voulez, si j'ai titré mon livre Tous intuitifs, c'est que pour moi, c'est fondamental, absolument fondamental, que nous retrouvions cette composante de notre intelligence. C'est aussi pour ça que je ne peux pas entendre que l'intelligence soit féminine, bien que les femmes ont très clairement, ça c'est vraiment l'expérience que j'ai depuis 9 ans et même depuis 18 ans, en fait j'observe que les femmes sont plus à l'aise avec ce concept tout simplement parce qu'il y a cette légende urbaine qu'elle serait féminine, alors ça nous autorise. Mais pensons aux hommes avec qui on a été si dur dans la société, on leur empêche on ne veut pas qu'ils aient d'émotions, on ne veut pas non plus qu'ils aient d'intuition parce que c'est féminin. Eh bien, c'est impossible. Si nous réfléchissons tout simplement au fait que Gerd Gigerenzer, qui est le directeur de l'Institut Max Planck à Berlin, qui est un grand chercheur, c'est quand même quelqu'un qui ose affirmer que l'intuition est la plus haute forme de notre intelligence. La plus haute forme de notre intelligence. Pourquoi et comment il se permet de dire une chose pareille? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut revenir à
ce qui se passe. On sait que c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit connaissance? C'est ça qui va nous aider à fonder notre confiance. C'est ça qui peut aider à ce que nous soyons peut-être plus accueillants. Eh bien, c'est en comprenant ce que ça veut dire que cette connaissance. Souvent, ça fait réagir les personnes, le mot connaissance quand même. Connaissance, ben oui, mais le dictionnaire est très clair. Par définition, il faut choisir un mot, pas un autre. Connaissance, eh bien, c'est au sens de tout ce que nous avons appris, vécu, tout ce qui compose notre vécu. Et en fait, la connaissance, si on réfléchit au terme, qui est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais? Par exemple, j'ai mes 2 grandes filles, je les connais toutes les 2. Mais est-ce que, quand je dis que je les connais, je n'ai que des savoirs sur elles? Qu'est-ce que j'ai comme savoir? Leur pointure de chaussures, leur adresse, la couleur de leurs cheveux, et encore même ça, c'est discutable, parce qu'il y a des nuances, il y a des choses qui sont indicibles, n'est-ce pas? Et alors, quant à leur caractère, et quant leur présence, et ce que je ressens pour elles, vous voyez bien qu'on arrive dans quelque chose de l'indicible, de choses qui sont en fait un ensemble cognitif très, très dense, très riche. Quand on parle de ce que je connais, on parle de mémoire, de souvenirs, on parle de sensations d'odeur, je pense à son éclat de rire, je pense à la couleur de ses yeux quand elle pleure, mais aussi quand elle rit. Et voyez, et tout ça, c'est ce que je connais d'elle. La connaissance d'un pays, la connaissance d'un sujet, la connaissance d'un dossier, d'un client. Eh bien, c'est pareil. C'est des tas de choses qui ne sont pas seulement des chiffres et des faits. C'est pour ça qu'on ne peut pas se limiter à des chiffres et des faits. En revanche, ce serait absurde de ne reposer que sur l'intuition. En réalité, notre intelligence complète, c'est d'associer de manière complémentaire nos raisonnements et notre intuition. Notre raisonnement, c'est quelque chose qu'on va faire consciemment. On va convoquer notre capacité logico-mathématique à associer des éléments, à en déduire des choses. Et ça fait partie aussi de notre intelligence, bien sûr. Ça ne limite en rien notre intuition. Ce qui la limite, c'est de dire on doit se limiter à cela. C'est-à-dire, c'est comme si je devais parler de ma fille en ne parlant que de son adresse postale, de sa pointure, de son email. Vous voyez, j'aurais pas terminé de pas parler tout blanc d'elle. ou tout noir. Oui, d'accord. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est ni seulement le raisonnement, ni seulement l'intuition. C'est absurde et il y a un mathématicien français. Sachant que pour nous mettre à l'aise et notamment pour que les intuitifs puissent être assertifs avec leur intuition, eh bien, c'est de pouvoir s'appuyer sur le fait que les plus grands ambassadeurs de l'intuition, ce sont les scientifiques. Et notamment Henri Poincaré, un grand mathématicien français, qui a dit en 1908, c'est avec l'intuition que l'on trouve et avec la logique que l'on prouve. Il l'a d'ailleurs dit dans l'autre sens parce qu'il était en train de répondre à un scientifique britannique. Vous voyez, l'Angleterre et la France se disputaient à cette époque-là sur ce sujet-là, ce sujet de l'intelligence et de la découverte scientifique. Et Henri Poincaré, qui est devenu philosophe des sciences et qui a été vraiment passionné par les fulgurances, nous a donné, il y a plus de 100 ans, le rythme de notre intelligence. Avec l'intuition, nous trouvons. Avec la logique, nous prouvons. C'est exactement ce qui se passe dans l'entreprise chaque jour. Simplement, on nous demande de cacher la première partie. Et on nous demande de la cacher ou de la prouver. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que finalement, moi, ce que je regarde, c'est finalement la réaction, la relation que les personnes ont avec leur intuition. Et je me rends compte que c'est vrai que quand l'expérience de la vie est passée par là, autour de 30, 40, 50 ans, il y a 2 possibilités. Soit la personne a complètement mis de côté, est en rejet de l'intuition, il va y avoir des personnes en véritable rejet, et parfois même, entre parenthèses, elles sont parfois en rejet de l'intuition des autres, mais quand même écoutent la leur, mais comme une sorte de coffre-fort et impossible de croire celle des autres. Donc, il y a le rejet, ou bien tout simplement au contraire, et c'est ce que je vois le plus souvent, au fur et à mesure des échecs, des histoires, des moments où on se dit j'aurais dû m'écouter, eh bien au fur et à mesure se construit
la confiance dans notre intuition. Mais pour autant, c'est pas facile d'en parler. Donc, moi, j'observe ça et que souvent, en sortant d'école, d'études, etc., c'est moins facile. Quand je vois, notamment, j'interviens chaque année avec, j'interviens chaque année à l'école des mines, X-Mines, en fait, la promo sortante, et c'est toute jeune personne, eh bien, il faut que je sorte des arguments solides. Et heureusement, bien sûr, c'est tout à fait OK pour moi de le faire. Mais c'est difficile de les convaincre parce qu'ils sont complètement, je dirais, préparés au contraire, c'est-à-dire préparés à écarter tout ce qui n'est pas vérifiable. Oui, puis j'ai l'impression que ce Or, sujet-là, relève presque de l'ésotérisme finalement, d'un sujet, presque spirituel parce que c'est quelque chose d'impalpable. On n'est pas mmh, habitué en fait, même si le terme intuition féminine est rentré dans les mœurs, écouter son intuition et surtout quand on le ramène, aux prises de décision pour, un dirigeant et cetera, c'est encore inhabituel. Enfin, est-ce que d'ailleurs sur ce sujet-là, avec l'entreprise, vous avez, constaté, une évolution au fil des années de plus d'acceptation sur ce sujet-là qu'auparavant? alors oui, absolument, Julie. Et ça, en réalité, c'est justement parce que je fais très attention à une chose, c'est de ne pas basculer dans l'ésotérisme. Oui. Non pas que je ne suis fermée à ça, au contraire, mais ça, c'est mon jardin secret. Mais c'est vrai que pour mon parcours intérieur est aussi un parcours spirituel. Mais ce n'est absolument pas euh, l'angle sous lequel j'aborde l'intuition en Mmh. entreprise. Absolument pas. Je le fais d'une manière, au contraire, extrêmement pragmatique, Mmh. avec des repères, avec des outils pour reconnaître, distinguer l'intuition de ses faux amis. Et en réalité, oui, alors oui, l'attitude des entreprises change et elle change à grande vitesse en ce moment à l'égard de l'intuition pour une très bonne et simple raison, c'est qu'au fur et à mesure qu'augmente l'incertitude, le registre au rationnel rationalisant purement excluant tout le reste est impossible. Ouais. Nous ne pouvons pas. C'est-à-dire, c'est très simple. Là, on peut regarder ce qui s'est passé sur cette année écoulée. Et encore, c'était pas le début de l'incertitude. Hein. Tout notre nouveau siècle, bon, il reste encore nouveau, eh bien, démarre sur un ton totalement différent. L'incertitude, c'est le biotope de l'humanité. Mmh. Et en réalité, c'est présent, ça, cette notion-là. Mais c'est d'autant plus présent depuis ces quelques années et parce que, justement, les recettes d'avant ne fonctionnent pas. Parce que il arrive toujours un moment, dans une décision à prendre, sur un client, que faisons-nous par exemple? Est-ce que nous plaçons toute l'équipe en télétravail? Est-ce qu'on garde un jour? Est-ce qu'on garde 2 jours? Est-ce que on garde ce projet ou est-ce qu'on le décale à l'année prochaine? Et cet événement-là, les portes ouvertes, on les maintient ou on les maintient pas? Toutes ces décisions que nous prenons. Mmh. En fait, nous les prenons dans un climat d'incertitude. Et il arrive toujours un moment où, une fois qu'on a mesuré tout ce qu'on avait à mesurer, fait toutes les statistiques qu'on pouvait et regardé toutes les éventualités, il y a un moment où la mesure et la logique atteint sa limite. Et quand on arrive à cette limite, soit il y a deux choses l'une. Soit on va écouter ce que notre intuition nous dit pour faire un choix, soit on va tomber dans un biais cognitif, dans quelque chose qui va être une opinion immédiate et directe. Mmh. Une opinion immédiate et directe, sans recours au raisonnement, eh ben, c'est une glissade et ce n'est absolument pas de l'intuition. Mmh. Une intuition, ça peut devenir une conviction, ça peut devenir quelque chose, mais c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus dense qu'une opinion juste comme ça, un avis sur la question qui sera de toute évidence trempé et retrempé dans le bain des biais cognitifs. Et ça Donc, Ça oui. veut dire que toutes les personnes en ce moment qui, sont dans des situations, par exemple, professionnelles assez compliquées, qui ont besoin de se réinventer, qui sont dans des parcours de reconversion, en fait, elles ont tout à gagner à être à l'écoute de leur intuition finalement. Parce que c'est Oh ça là qui là, va aussi, plus que jamais, ouais, plus que jamais. ça va leur Mais donner non des seulement clés. ça, oui, mais effectivement, de retrouver non seulement leur intuition, mais de redécouvrir aussi comment elle se manifeste. C'est pour ça que j'ai mis au point, et j'en suis très heureuse parce que ça, je vois bien l'utilité pour les personnes
Donc, à l'échelle de la personne, c'est de découvrir le profil intuitif de chacun. On parle de l'intuition. Un des premiers repères que je donne, c'est qu'il y a 3 formes d'intuition qui ont un impact sur nos projets collectifs, donc qui ont un impact dans l'entreprise, hein, très clairement, et une 4e forme qui n'a un impact que dans sa vie personnelle. Justement, je vais commencer par celle-là. C'est celle dont vous avez parlé, Julie, c'est la petite voix. La petite voix, la plupart du temps, alors quand elle est très présente, elle s'exprime aussi pour les choix et dans l'intuition relationnelle. Mais la petite voix, c'est l'intuition personnelle et spirituelle. C'est l'intuition qui est là au grand rendez-vous de la vie. Quand on a un changement important, il y a quelque chose comme le noyau, comme l'essence, comme quelque chose de nous, comme toute notre personne, mais dans son essence, qui va prendre forme avec vraiment une orientation nette, et ça prend la forme de la petite voix la plupart du temps. Mais ça peut s'accompagner de tas de choses, de rêves justement, de coïncidences qui nous touchent profondément. Alors l'idée n'est de ne pas prendre tout au premier degré tout de suite de manière impulsive, mais au contraire de se poser, de prendre un temps pour écouter, pour faire vraiment la part des choses et vraiment écouter, se dire, bon alors, que me dit mon intuition ? Et de ne pas avoir envie qu'elle dise quelque chose dans un sens ou dans un autre. C'est très, très important, ça, de faire un effort le plus possible. C'est presque impossible, hein, ça, c'est impossible même, mais disons quand même dans l'intention de se rendre la plus objectif possible, parce que c'est ce qui nous permet de nous laisser surprendre. Parfois, nous ne sommes pas d'accord avec nos intuitions. Parfois, notre intuition personnelle nous indique un choix qui n'est pas confortable du tout. Oui. Et il faut insister et nous le dire, mais si, voilà. La mienne, par exemple, dans mon début de carrière, quand j'étais toute jeune femme, tous les matins, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fous là ? Il y a une complicité, hein, donc on se parle comme à notre meilleure amie. Qu'est-ce que tu fous là, tous les matins ? Donc, et évidemment, elle ne disait que cette phrase parce que je la laissais pas me dire tout le reste. C'est pour ça que c'est intéressant de créer des espaces où je me pose et j'écoute. Et je n'ai pas décidé à l'avance ce qu'elle va dire, parce que sinon je me laisse piéger par mes biais, par tous les aspects de moi qui sont des truchements et des plagiats de cette intuition. Alors, c'est ça qui est, pardon, je vous coupe, Victoria, mais c'est ça qui me paraît presque mystérieux, c'est que finalement, il y a quelque chose, il y a une sorte de petite voix qui sait avant nous-mêmes presque ce qui est bon pour nous, finalement. Et c'est ça que je trouve presque magique, en fait, de se dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui sait ce qui est bon pour nous, mais on a quand même on a besoin de temps, finalement, pour le conscientiser véritablement. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Disons qu'il y a plusieurs manières d'y répondre à cette question-là. Encore une fois, je ne rejette pas du tout la question du mystère. Au contraire, ce serait une erreur, hein, surtout pour ce genre de question-là, et même sur l'intuition en général. Mais c'est de garder un œil sur comment est-ce qu'on peut la lire, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe. Si toutefois, on n'aura pas, ce ne sera pas exhaustif cette compréhension, mais on peut avoir quelques repères. Disons que pour comparer, c'est pour donner une image, notre intuition, c'est un petit peu comme le noyau du fruit. C'est-à-dire, si nous sommes un fruit, comme une pêche, par exemple, eh bien, suspendu à notre arbre ou bien déjà dans une coupe à fruits quelque part. En tout cas, tout ce qui va arriver à ce fruit, admettons si nous sommes sur l'arbre, il va y avoir de la pluie, il va y avoir du soleil, il va y avoir du froid, du chaud. Tout ça a un effet sur la peau du fruit. La chair va s'en trouver aussi touchée, modifiée même. Il y a un endroit du fruit qui reste stable, quelle que soit la météo, si j'ose dire. C'est lequel ? C'est l'intérieur. C'est l'intérieur, le noyau. Dans le noyau, c'est cette partie qui est à la fois partout, parce qu'elle est centrale. Elle est à 360 degrés dans le fruit. Elle est au noyau. Et alors, ce qui est très, très curieux, si on regarde comment est fait un noyau, il est dans un matériau différent, on ne le mange pas d'ailleurs. Il est presque intouchable même.
Ben exactement, parce que il est protégé par du bois. Enfin, c'est un noyau, c'est en bois. Et puis alors, quand le noyau s'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve un minuscule petit truc qui semble tout fragile ou né, avec du duvet, tout ça. Mais ce petit truc tout fragile, il est capable, en le mettant dans de bonnes conditions, de donner un fruit qui, dans l'avenir, nous donnera un arbre qui nous donnera des milliers de fruits comme celui-ci. Donc, il y a un mystère de vie et une apparente vulnérabilité. Moi, cette image, cette métaphore du fruit, c'est une des façons les plus, comment dire, les plus éclairantes qui m'est venue d'ailleurs intuitivement pour en parler. C'est aussi quelque chose que j'ai voulu explorer de très très près parce que c'est la manifestation qui a été pour moi la plus forte quand j'étais jeune femme, tout simplement parce que j'étais à côté de ma vie et que pour retrouver pour trouver même tout simplement qui je suis, j'ai fait l'expérience de créer des espaces comme ça, en transcrivant ce que me disait ma petite voix. Et au fur et à mesure, cette expérience, ce que je recevais par cette démarche était tellement riche que j'ai eu envie de le partager. Et c'est devenu mon premier ouvrage qui s'appelle La voix qui m'aime, la voix VOIX. Effectivement, cette petite voix-là. Alors je dis qui m'aime, disons que c'est une petite voix qui est toujours extrêmement bienveillante, mais sans complaisance. C'est-à-dire pour me dire qu'est-ce que tu fous là alors que j'avais un choix à faire qui n'était pas du tout confortable parce que j'allais me retrouver face à la désapprobation totale de mes parents, de ma famille, même de mon fiancé à l'époque, de tout le monde. Personne n'a compris mon changement de vie. Et pourtant, c'était une question de santé, même de vie tout court. Enfin, je crois que j'allais devenir folle. Je pensais que j'allais devenir folle. Donc, il y a ça. Ça, c'est la partie de l'intuition qui concerne cet événement dans la vie que vous avez évoqué, Julie. Ça, pour moi, c'est l'intuition vraiment personnelle et spirituelle. Ouais. Les 3 autres formes, c'est intéressant de savoir quel est notre profil parce que, justement, pour nous orienter dans l'entreprise, nous orienter dans notre activité professionnelle, qui n'est pas seulement dans l'entreprise d'ailleurs. Hein. Si on voit par exemple l'univers de l'hôpital, l'univers de la santé, eh bien, c'est un univers où l'intuition est totalement reconnue. Enfin, je veux dire, si vous retirez l'intuition à un urgentiste ou à quelqu'un, même aux urgences pédiatriques, qu'est-ce qu'on devient si on doit faire je sais pas moi, une matrice de risque, un bench à chaque fois qu'il y a un enfant qui arrive et avant de l'opérer, c'est peut-être pas la bonne idée, vous voyez. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un discernement, c'est de pouvoir sentir aussi, ok, qu'est-ce qui me vient là, qu'est-ce qui est là, et évidemment dans l'urgence, ce qui est pratique, c'est que sur le plan cognitif, on est bien fait, c'est-à-dire que l'intuition est là quand il y a une situation d'urgence, quand c'est une question de vie ou de mort. Évidemment, dans ces moments-là, comment dire, les opinions ne sont pas autorisées presque. En fait, on n'a pas le temps. Il faut être là, il faut être pertinent, il faut y aller, quoi. C'est sûr. Alors, ça me semble important, puisqu'on est vraiment sur ce registre-là de l'intuition dans l'entreprise. Julie, c'est d'observer ces 3 formes d'intuition qui ont un impact sur les projets collectifs, pour que chacun reconnaisse quelle est l'intuition qui est vraiment la plus active, parce qu'on n'est pas omnipotent, on n'est pas omniscient, on a vraiment, notre intuition nous ressemble, elle s'est développée jusqu'à présent dans les registres qui sont les plus importants pour nous, ceux où nous avons le plus d'entraînement et tout simplement, ce sur quoi nous avons donné le plus notre attention. Alors, ces 3 formes d'intuition, il s'agit déjà de l'intuition contextuelle. Nous avons parlé d'un choix, nous avons parlé même là, j'évoquais à l'instant le choix d'une personne, par exemple, aux urgences pédiatriques, ou d'un généraliste qui voit arriver quelqu'un avec des symptômes. Eh bien, c'est qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Dans quelle proportion et à quel moment ? Toutes ces décisions-là, quand il y a une part d'incertitude, l'intuition va nous aider. C'est l'intuition contextuelle. C'est-à-dire dans ce contexte où je suis, qu'est-ce que je fais ? Quelle est l'action ? C'est en lien avec les actions. C'est en lien historiquement avec l'instant. Si nous réfléchissons, la première décision que nous avons eu à prendre, c'est de survivre.
Ce qui n'était pas évident au départ, hein. Nous sommes arrivés sur la planète au milieu de la chaîne alimentaire. Donc, on avait autant de prédateurs à fuir que de proies à trouver pour nous nourrir. Donc, de toute façon, c'est intéressant d'observer ça, rien que cela. Donc, ça date pas d'hier. Nous sommes nés avec cela. C'était simplement une forme qui était l'instinct, qui était basique. Et ensuite, c'est devenu l'intuition au fur et à mesure avec notre évolution et notamment avec le registre abstrait, avec le registre symbolique, tout ça. Donc, l'intuition contextuelle, c'est celle que nous tenons du chasseur-cueilleur et c'est celle qui nous aide, qui nous guide à prendre des décisions, nous orienter, agir. On est vraiment dans l'action. La deuxième forme d'intuition, c'est l'intuition relationnelle. Elle est aussi ancienne parce que pour survivre, c'est également important de savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je fais alliance? Est-ce qu'on sera plus fort ensemble? L'intuition relationnelle, c'est la capacité à capter ce qui se passe pour l'autre, pour les autres, à capter une ambiance, à capter des non-dits, à capter peut-être un manque d'authenticité, ou au contraire un potentiel qui est caché derrière une timidité, derrière une maladresse, à voir derrière les apparences. Et l'intuition relationnelle est indispensable dans le management et effectivement, par exemple, quand nous parlons de la qualité de vie au travail, c'est très intéressant ça, d'observer ça. Est-ce que notre intuition relationnelle nous permet de sentir si la qualité de vie est suffisante? Est-ce que de sentir l'ambiance, de sentir ce qui se passe, de ce qui ne se dit, de ce qui ne se dit pas? Ça se perçoit très bien, ça, par l'intuition, et ça nous permet d'observer si on a des actions pour ajuster cela ou des questions à poser. Et ça nous permet d'ajuster nos actions vraiment. C'est celle qui est la plus développée en entreprise, enfin disons officiellement. C'est celle dont on parle, dont on ose le plus parler, en particulier dans le recrutement, alors même que dans le recrutement, comme dans les décisions et comme dans tous les domaines de l'intuition, dans le recrutement, il y a des faux amis d'intuition qui sont gravissimes. Quelqu'un me dit je le sens pas, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut pouvoir creuser et vérifier qu'on est bien face à une manifestation du corps et qu'on n'est pas en train d'avoir des opinions, des arguments, des préjugés. Donc, le faux ami le plus dangereux dans le recrutement, le faux ami de l'intuition, c'est le préjugé. Et la plupart de nos préjugés sont inconscients. Donc, c'est indispensable de prendre déjà un temps pour observer quels sont nos préjugés. J'ai l'impression qu'on est soumis à de nombreux biais cognitifs, en plus, qui nous empêchent aussi de voir peut-être la réalité telle qu'elle devrait être vue, et du coup, qui peuvent être obstacles à notre intuition, possiblement. C'est totalement ça. En fait, Julie, vous identifiez on peut appeler quasiment la famille des faux amis les biais cognitifs. Ouais. Et simplement, il y en a tellement des biais cognitifs et ils sont tellement imparables, en tout cas, ils sont inhérents à la vie humaine, à la vie cognitive humaine, à notre fonctionnement. Et simplement, ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est d'être plusieurs, c'est d'être plusieurs et d'avoir, quand on est tout seul, un certain discernement. C'est ce que je propose pour avancer vers le discernement, c'est de se poser la question des biais cognitifs que je risque d'avoir dans cette situation. Et suivant le tempérament, et je suis en train d'écrire sur ce sujet d'ailleurs, suivant le tempérament, nous n'avons pas les mêmes freins, nous n'avons pas les mêmes risques. Oui, c'est que selon les personnes, on va avoir des façons plus ou moins prononcées de certains biais cognitifs, en fait, c'est ça C'est ça. Ouais. Donc, dans un binôme, dans une équipe, c'est fondamental de connaître le profil intuitif de chacun, mais aussi les biais nécessaires de chacun. J'ai parlé de 2 formes d'intuition, il y en a une troisième qui est présente et nécessaire dans l'entreprise aussi, c'est l'intuition visionnaire. Alors justement, c'est celle qui est la moins officielle, la plus difficile, et notamment la plus difficile à observer, notamment par les neurosciences. C'est pas très évident puisque c'est justement cette capacité à capter des émergences, des risques. Donc ça veut dire avoir un temps d'avance. L'intuition visionnaire, comme son nom l'indique, concerne une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement, mais sur quelque chose qui n'a pas encore lieu. Et parfois, quand on capte comme ça, quand une personne a une intuition visionnaire sur un truc qui est vraiment pas encore prêt, quoi, qui se situe dans le temps futur, mais eh bien, ça va générer des moqueries.
Ça va générer de l'opposition, ça va générer. Donc la personne qui a une intuition visionnaire, c'est pas simple. Là, pour le coup, c'est vraiment pas facile parce que suivant son caractère, suivant son besoin d'approbation, son besoin d'être dans sa communauté, d'être accepté, accueilli, voilà, vraiment, dans le sens où une intuition visionnaire va faire rire, sourire, ricaner, et puis après, même peut générer une certaine hostilité. Mais ça me fait Voilà. penser à, alors je sais plus si c'est Schopenhauer qui disait qu'une idée passe par 3 étapes. D'abord, elle est stupide, ensuite elle devient ridicule avant de devenir évidente, en fait. C'est exactement ça, Julie. Mm. Arthur Schopenhauer nous a dit que toute vérité franchit 3 étapes. Voilà, c'est ça. D'abord, elle est ridiculisée, et puis elle subit une forte opposition pour être ensuite considérée comme ayant toujours été une évidence. Et ça, c'est pas une nuance. Ça veut dire que quand on arrive à la 3e étape, on est en amnésie totale. On a toujours trouvé que c'était bien, ou que bien sûr, c'est évident, mais j'ai jamais été contre cette idée. Oui, non, j'ai jamais trouvé ça ridicule, n'importe quoi. C'est pas forcément facile non plus, cette période-là. Soit ça fait rire, sourire, l'intuitif ou l'intuitive qui a défendu ce point de vue bien avant les autres. Soit ça fait un peu rire jaune quand la personne a pu souffrir, parce qu'en effet, et ça c'est important parce que je peux vous assurer que sur cette 3e forme, eh ben, c'est la moins accueillie en entreprise, sauf dans les secteurs créa. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. Là, du coup, il faut peut-être redoubler encore plus de confiance en son intuition. Oui, il y a des faux amis aussi dans l'intuition visionnaire, mais en l'occurrence, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir de la bienveillance sans complaisance. C'est-à-dire vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui t'arrive, comment ça se passe, c'est-à-dire plutôt de réagir face à ça comme une enquête, mais pas une enquête avec une pression, une enquête avec un intérêt, avec une curiosité, et de se dire, et comment ça s'est passé, comment ça s'est manifesté. Je vous donne un exemple. Je me souviens en plus de la date précise parce que j'allais partir en Asie. Je partais intervenir sur l'intuition à Singapour et aux Philippines. Et à Singapour, c'était le 7 février 2020. Alors, c'est pas si vieux, mais ça nous semble très, très vieux parce que c'était bien avant le premier confinement. Quand je dis bien avant, on était juste 1 mois et demi avant, mais en fait, en France, c'était bien avant parce à cette époque-là, c'était considéré comme une petite grippette. Ah oui, on était déconnectés complètement Complètement. Et pour autant, février, ça commençait à sévir en Italie, c'était juste à côté de chez nous. Mais on ne prenait pas le truc. En fait, on ne prenait pas. On était justement dans une dissonance cognitive. Non, c'est pas possible. On était dans un déni sur ce sujet. Ouais. Et je me souviens très bien que le 7, et moi la première, je n'y croyais pas du tout à cette histoire. Comme quoi, on peut être très intuitif, mais on n'est pas omnipotent ni omniscient. Et vraiment, je tiens à le dire. Quoi. Voilà, c'est pas. Et en fait, j'ai retrouvé une personne, une partenaire professionnelle, et qui partage avec moi, on échangeait sur l'intuition, et qui partage avec moi qu'elle est très inquiète sur ce virus. Et elle voit qu'il va y avoir une catastrophe planétaire, que ça va arrêter l'économie, etc. Et mon premier réflexe a été de rire, de sourire. Et elle me regarde dans les yeux et elle me dit, mais Victoria, c'est vrai, c'est une vraie intuition. Et tout de suite, évidemment, dans ces cas-là, j'ai repris, heureusement, le discernement et ce que je transmets, en fait, dans les groupes. Mais je tiens à dire, en fait, que ça peut m'arriver aussi. Mais dans ce moment-là, j'ai dit, mais alors, raconte-moi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, pour toi, tu as eu cette intuition? Et cette question, elle est fondamentale, en toute bienveillance. Et c'est là où elle m'a donné une clé. J'en ai eu un frisson immédiat. Elle m'a dit, en fait, tu vois, on se parle, mais là, j'ai passé quasiment la nuit blanche. J'ai eu des rêves et je t'assure, je ne suis pas du tout pessimiste et tout ça. Et puis, je dis, mais bien sûr, je te connais bien, tu n'es pas du tout pessimiste. Et ça, pour moi, c'était une clé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la perception comme ça d'une menace, d'une alerte, c'est pas quelqu'un qui a un caractère pessimiste. Sinon, il verrait ça tout le temps à propos de tout, et c'est une forme d'opinion et c'est une forme de filtre. Alors que quelqu'un qui est plutôt, en plus, elle est joyeuse, elle est plutôt positive, etc. Eh bien, tout à coup, elle me dit ça.
Et ça vient sous la forme d'un rêve. Et ça vient, et elle dit, je vois quelque chose comme, mais vraiment planétaire. Et ça paraissait absurde le 7 février. Bien évidemment, en mars, je lui ai écrit un message pour la remercier, pour lui faire part de mon étonnement toujours sur cette puissance de l'intuition, cette capacité à mettre en caractère gras quelque chose que l'on ne voit pas. Et ça, Julie, je voulais aussi aborder une chose, parce que tout à l'heure, vous avez dit, c'est assez mystérieux comment fait notre intuition, comment fait le noyau du fruit pour voir à l'avance quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, eh bien, quand j'écrivais La voix qui m'aime, j'ai posé la question à mon intuition. Je disais, mais quand même, t'es trop forte, tu me dis des trucs et moi je vois pas, et puis tout à coup ça se passe. Donc, vous voyez, c'est devenu carrément un dialogue intérieur. Hein. Pourtant, on vous assure, hein, j'ai les pieds sur terre et ça va, un certain pragmatisme. Et je l'assume bien maintenant, hein, cette partie intérieure, à 50 ans, ça va. Mais j'espère que ça peut arriver bien avant pour vous tous. Eh bien, en fait, la réponse était assez étonnante parce que ce qui est venu, ce qui s'est exprimé à travers moi, ça reste moi, hein, mais c'est un endroit qui vient du noyau. C'était de dire de là où je regarde ta vie, il y a tellement de recul que quand je vois un mouvement, une décision, une pensée, je la vois avec sa probabilité je vois avec la probabilité là où elle va arriver. C'est un peu comme de regarder de loin quelqu'un qui lance une balle et en fait, on sait où elle va. Donc, c'est très intéressant parce que c'est comme s'il y avait cette partie de nous qui simplement qui a capté qu'on avait lancé une balle et où elle va. Et en fait, finalement, c'est pas magique, alors, bien sûr que c'est magique, mais comme la vie est magique, comme le fait de planter un noyau devient un arbre, je suis désolée, mais moi, je continue à trouver ça magique. Absolument. Et j'espère que quand j'aurai 90 ans, je continuerai à trouver ça absolument magique et merveilleux. L'émerveillement, c'est important. Et le discernement aussi, en fait. On n'a pas à faire un choix. Et juste, ça nous compose. Et simplement, cette capacité à se dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une source, une ressource qui tout simplement a ce recul et cette capacité à capter des signaux faibles qui ont une signification. C'est-à-dire, c'est une capacité à sélectionner dans les millions, milliards d'informations qui nous arrivent chaque seconde, les informations qui vont avoir un impact sur nous ou sur le plan micro, le plan macro économique, le plan macro planétaire, etc. D'avoir une capacité en nous à capter tout simplement. Et une des explications qu'on peut avoir, c'est de simplement réaliser que c'est une partie de nous qui a un temps d'avance, mais tout simplement parce qu'elle c'est une chose importante, c'est une chose à laquelle nous avons donné toute notre attention depuis longtemps. Alors on est attentif un peu comme quelque chose en veille, comme une partie sentinelle de nous-mêmes, mais c'est inconscient. Et je voudrais terminer avec ça, c'est que pour nous donner la proportion entre l'inconscient et le conscient, on a une magnifique image qui nous vient d'Henri Laborie, qui était docteur en neurosciences et surtout philosophe des sciences, grand homme, qui nous a dit en fait, l'inconscient, c'est comme un océan, comme une mer profonde. Et ce dont nous avons conscience ne serait que l'écume qui se forme et se défait sur la crête des vagues. Donc, l'intuition, ça pourrait être une crevette qui nous vient du fond de l'océan. Et donc, toute cette masse qui va capter, filtrer, c'est vraiment dans toute cette information qui est tout le temps captée par nos sens. Effectivement, ce sixième sens dont vous parlez, c'est cette capacité à faire la synthèse pertinente, à capter dans toute cette masse celle qui va avoir une influence, mais sans qu'on soit forcément conscient. On n'a pas conscient des atomes de notre pensée. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est ce qui compose notre intuition. Ce sont des atomes d'informations très imperceptibles, indicibles. C'est ça qui nous rend les choses compliquées quand on doit les dire. Mais pour autant, c'est d'avoir confiance dans cette ressource qui a toujours éclairé l'humanité dans tous ces chaos, les plus grands chaos, ont toujours été résolus. On est encore là. Hein.
Il n'y avait Et c aucune chance pour l'être humain et ce qui est d'être encore là. intéressant, c'est que vous dites que beaucoup de scientifiques, ont fait confiance à leur intuition aussi, pour prendre des décisions, pour aller vers certains sujets. On Si alors c'est un sujet qui est tout à fait passionnant, mais peut-être là pour ceux qui nous écoutent, plus concrètement et qui aimeraient peut-être développer, ça en entreprise, ou en tout cas dans leur vie professionnelle. Alors j'ai retenu, que c'était quand même, le la première étape, c'était de prendre conscience de quel était notre profil intuitif, c'est ça? De prendre conscience aussi d'ailleurs de nos biais cognitifs, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et est-ce que c'est un entraînement du quotidien? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, Victoria, pour ceux qui auraient envie de développer un peu plus cette part-là d'eux-mêmes, être plus à l'écoute? Est-ce qu'il faut le cultiver au quotidien? Est-ce qu'il y a des rituels le matin à faire peut-être pour être plus connecté? Alors d'abord, j'aime beaucoup l'idée du rituel matinal et il y a une raison, biologique à ça aussi. C'est que tout simplement quand le matin, c'est le moment où on vient de passer enfin un moment de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, de toute façon, Ouais. à un moment, on s'est endormi et donc on a lâché prise. On a lâché les rubans de tout ce qui nous préoccupe Mmh. et à ce moment-là, les choses s'organisent et les intuitions arrivent très souvent le matin. Mmh. Donc moi, c'est une excellente chose de choisir le matin et bien, suivant ce que vous sentez, justement, suivant la manière dont se manifeste, votre intuition, il peut y avoir un temps. Alors je vous propose d'être déjà, peut-être au clair avec un sujet, heu, d'éclairer une relation, d'éclairer une question, d'éclairer un sujet en particulier Mmh. et sur ce sujet en particulier, de choisir soit une pratique d'écoute du corps, soit une, visualisation, c'est-à-dire de laisser venir les images à propos de ce sujet, hem, ou bien de se mettre à décrire la question et de faire l'effort de revenir vers le noyau du fruit, c'est-à-dire à un endroit, heu, où on ne sait pas ce qu'on sait, c'est-à-dire à un endroit où on accepte: «Je ne sais pas» et je laisse venir. Alors évidemment, quand je présente ces 3 façons de donner rendez-vous à son intuition, heu, ça peut être, compliqué. Au contraire, il faut que ce soit simple. Mmh. C'est-à-dire que la chose la plus difficile, c'est que ce soit si simple. Si Mmh. je prends l'exemple du corps, parce que c'est la plus facile à expliquer, hem, eh bien, dans un premier temps, c'est de connaître la manière dont le corps va vous dire oui ou va vous dire non. Mmh. Et pour ça, eh bien, vous pouvez tout simplement prendre un espace, maintenant ou le moment que vous voudrez et il suffira de le répéter 3 fois pour que ce soit vraiment, vraiment inscrit. Mmh. Donc 3 moments différents où vous allez vraiment sentir le oui et le non dans votre corps. Et bien pour ça, tout simplement, vous avez déjà votre pratique certainement pour revenir au calme, à respirer, à revenir dans ici, maintenant, et cetera. OK et de poser tout simplement la question au corps. Ça peut paraître étonnant, mais je vous assure que c'est fou parce qu'il répond et de pouvoir dire OK, de saluer son corps et de lui demander comment est-ce qu'il manifeste le signal oui. Mmh. Et là, d'être réceptif. Réceptif, ça veut dire que je ne fais rien volontairement, je ne suis justement plus du tout dans la volonté. Je suis dans une écoute exactement comme si j'écoutais un ami, sauf que cet ami va vous parler avec ses moyens, c'est-à-dire avec des sensations, avec, des mouvements involontaires, une température même, peut-être un peu tout ça. Vous vous souvenez, Julie, tout à l'heure quand vous avez dit: «Beh, moi, ça fait un peu comme un frisson». Il est possible, il est même probable que votre intuition reprenne ce vocabulaire et vous fasse ressentir un frisson peut-être sur le oui. C'est possible. Ou peut-être autrement. Et je vous conseille de faire cette démarche-là debout, debout, les pieds largeur du bassin, parce que ça donne toute l'amplitude du corps avec les bras le long du corps. Ça donne au corps justement la liberté de faire exactement ce qu'il veut. Quand on est assis, ça limite déjà une grande partie des moyens d'expression. Donc quand on est debout, les pieds, largeur du bassin, les bras le long du corps et on se met à écouter la réponse oui et la réponse non. Si les choses sont pas si claires pour vous, eh bien, vous pouvez aider à ce que ce soit plus concret en choisissant, par exemple, une évocation positive, un lieu, par exemple. Un lieu, c'est pas une opinion, c'est vraiment, c'est neutre, quoi, hein. Vous prenez une maison où vous vous sentez bien, un parc, un jardin, un lieu où vous vous sentez bien et vous observez quelle est la réponse du corps. Un peu comme si vous faisiez une sorte de petit dialogue entre vous et votre corps. C'est même pas une sorte de petit dialogue, c'est un dialogue.
Sauf Donc que vous lui parlez avec des mots et lui vous parle avec des sensations. il faut enfin, c'est vraiment, oui, une histoire d'apprendre à se connecter au maximum à ses ressentis, à son corps et finalement moi, ça me fait beaucoup penser à ce sujet de l'alignement aussi et d'être, pleinement aligné entre ce qu'on est, ce pour qu'on vibre, tous ces ressentis, en fait alors est-ce que la C'est même une façon, l'alignement, pardonnez-moi, oui. Julie, mais l'alignement, c'est même une façon dont parlent beaucoup, beaucoup de personnes. Mmh. La sensation de oui, quand une décision est juste. En fait, si on réfléchit à ça, cette notion de justesse et Mmh. pas de justice, hein, c'est Oui. justement la justesse, eh ben, ça se, c'est difficile à prouver, mais c'est en fait quelque chose qui s'éprouve. Ça Mmh. s'éprouve, la justesse, ça se ressent, ça ne se décrète pas. Oui, c'est comme quand En on revanche, dit, «Je le sens, je le sens pas». Finalement, c'est un peu ça. Quand on veut prendre une décision et qu'on ça se dit: peut être «Je très le sens concret. pas», voilà, ouais. Mmh. Ouais. Mais c'est pour ça que quand on dit je le sens pas, le discernement, Oui. pour vraiment atteindre ce discernement, il s'agit, enfin en tout cas s'en rapprocher, il s'agit de ne pas savoir à l'avance, de ne pas avoir Mmh. décidé qu'on sait. Surtout pas. Et au contraire, de pouvoir se mettre à dire, OK, si je le sens pas, je ferme les yeux, je respire, je ne veux rien, je suis en neutralité. Je ne veux rien, je ne sais rien. Mmh. Faut accepter ça. Je ne veux rien, je ne sais rien, j'ai pas d'attente. Et donc, simplement, que me dit mon intuition? Cette phrase, que me dit mon Ouais. intuition? Et laisser la parole au corps ou aux images. Ceux qui ont une intuition qui est plutôt visuelle, ce sont des images qui vont venir. Des images tout simplement favorables, des images défavorables, ça va être des couleurs, ça va être des tas de choses. Et ça peut être aussi la petite voix qui s'exprime, ça peut être un ensemble de choses. L'idée, c'est que chacun devienne curieux de sa manière d'être intuitif, de son profil intuitif. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai voulu aussi à travers ce livre Tous Intuitifs, c'est que chacun devienne plus au fait de sa propre intuition avec son profil, avec des pratiques, avec des Mmh. tas de choses qui permettent à chacun de se retrouver, mais aussi de fonctionner ensemble, en équipe, en entreprise, très concrètement. Parce que pour moi, le plus important, c'est, enfin, aujourd'hui, on est dans une période où je vais assez loin, mais je dis que les entreprises, elles seront intuitives ou elles ne seront plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une telle période d'incertitude et ça ne va pas s'arrêter que soit nous devenons finalement conscients des enjeux, euh, on, soit nous devenons finalement pertinents à propos de l'intuition, et ça veut dire qu'on sait ce que c'est, on sait ce que ça n'est pas, et on a trouvé des pratiques pour l'écouter, et puis on connaît aussi ces trois formes d'intuition. Si on est vraiment pertinent avec cette intuition-là, alors on sait faire face à l'incertitude avec un levier d'une richesse considérable. Alors Victoria, on arrive, presque au bout de ce podcast malheureusement et même si le sujet est passionnant, moi j'inviterai, tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, à vous suivre parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, mais peut-être pour conclure, j'aurais une dernière question à vous poser. Hem, Comment on peut parler de l'intuition, en entreprise sans passer pour, un illuminé? Oui, c'est une vraie question. Vous imaginez bien que j'ai dû me la poser en 2012 quand j'ai commencé à venir en entreprise bah déjà en n'ayant pas peur Mmh. de passer pour une lumière parce que moi j'observe que je suis de plus en plus accueillie et notamment sous des formats de conférences, d'ateliers pour justement en parler. Et ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes ouvertes au sujet que de personnes en rejet. Mais vraiment, c'est d'abord, c'est ça, de ne pas avoir peur et au contraire, de se faire des alliés, de découvrir des alliés qu'on n'imaginait pas. En revanche, ce qui peut être important face à des critiques ou face à et des critiques qui sont tout à fait fondées, c'est de dire bon, mais c'est très bien, mais pour ceux qui sont les plus réticents ou les plus rationnels, eh bien, ils vont avoir besoin d'arguments. Et là, c'est de se dire, ben, c'est une forme d'intelligence. L'intuition compose notre intelligence. Le mathématicien Henri Poincaré disait que c'est avec l'intuition qu'on trouve, avec la logique qu'on prouve. Donc, il y a bien une unité entre la logique et l'intuition. En revanche, c'est très important et je crois qu'il faut féliciter les plus, il faut féliciter les plus méfiants
mais leur proposer de troquer la méfiance contre de la vigilance et de dire c'est super que tu sois vigilant parce que du coup tu vas nous aider dans l'équipe à bien observer nos biais cognitifs. Est-ce que tu veux bien prendre en charge ce côté-là? Parce que d'une certaine manière, c'est pas d'être pour ou contre l'intuition, c'est d'être pour un certain discernement. Tout le monde est pour ce genre de choses. Donc c'est de dire, tu sais, maintenant les neurosciences éclairent l'une et l'autre. Donc éclairent l'intuition et les biais cognitifs. Soyons tout simplement riches de toutes ces découvertes. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie? Ah bah, totalement. Je pense que, même, les personnes les plus perplexes, je pense qu'il faut tout simplement leur proposer aussi d'être dans l'expérimentation et de laisser le doute, peut-être les habiter, mais juste d'expérimenter et de voir si à un moment donné ça fonctionne ou pas et d'être dans le discernement. Je pense qu'on en a tous besoin. On a besoin aussi des uns des autres pour avoir cette prise de recul aussi par rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on voit et C'est ouais. ça. Le l'intuition, c'est vraiment un sujet, moi, qui me touche personnellement. J'essaie au mieux de la cultiver, mais en tout cas, j'arrive de plus en plus à percevoir justement cette petite voix dont on parlait tout à l'heure et je pense que, moi, je relie beaucoup ça aussi à l'intelligence du cœur et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes mes décisions, j'essaie de les prendre beaucoup plus avec, le cœur qu'avec, mon mental, avec des choses un peu plus, pragmatiques, j'ai envie de dire, et je me sens beaucoup plus alignée, du coup, face à ce mode de fonctionnement. Mmh. Ouais. Mmh, mmh, Donc, mmh. pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de creuser un petit peu plus ce sujet encore. Infiniment, un grand merci Victoria pour tout ce partage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? C'est de toujours plus partager. Il y a rien qui me passionne autant que ce qu'on vient de faire, de ce qu'on vient de vivre, Julie. Et j'ai qu'une envie, c'est de à la fois, pouvoir diffuser davantage et toujours rencontrer toujours plus aussi de chercheurs dans les domaines pluridisciplinaires pour faire se côtoyer les différentes découvertes et toujours enrichir ce sujet. Je crois que j'aurais passé toute une vie, donc c'est que du bonheur. Merci, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver, Victoria Pellerheimer sur LinkedIn et puis sur son site internet, intuitionopensource.com. C'est ça, Victoria? Tout à fait, merci beaucoup. Merci Et je encore. serais ravie de vous compter aussi parmi mes lecteurs de Tous Intuitifs Oui, et de La Voix qui m'aime. ouais. Chacun trouvera ce qui lui parle le plus. C'est vraiment ce que je dépose, ce que j'offre de façon humble au monde. Voilà, Merci beaucoup, Victoria. avec Et plaisir. et merci, à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère en tout cas que vous creuserez rapidement ce sujet de l'intuition et d'ici là, je vous retrouve pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.